Salut chers élèves. Commençons la nouvelle leçon avec la situation problème suivante. Lors d'une visite à son ami à la clinique, Ahmed a remarqué qu'il souffrait de complications graves après s'être fait enlever une grande partie de son duodénum, tandis qu'un patient à côté de lui ne souffrait pas des mêmes complications malgré l'ablation d'une grande partie de son estomac. Pourquoi cette différence, malgré leur appartenance au même appareil, s'est demandé Ahmed en quittant la clinique. Quel est donc le problème qu'on peut poser à partir de cette situation? On peut se demander comment l'ablation d'une grande partie du duodénum entraîne-t-elle de graves complications? Et quelles sont donc les hypothèses que l'on peut proposer pour résoudre ce problème? On peut supposer que l'ablation d'une grande partie du duodénum provoque de graves complications parce que le duodénum joue un rôle plus important dans la digestion que l'estomac. L'estomac ne participe pas à la digestion. Et à votre avis, quelle stratégie doit-on suivre pour résoudre ce problème? C'est-à-dire que pouvons-nous faire pour résoudre ce problème? Il faut connaître les organes du système digestif. Le rôle des organes du système digestif. Ensuite, nous comparons le rôle de l'estomac et du duodénum, et cela nous permettra de résoudre le problème. Sûrement, les aliments vont subir une série de transformations lors de leur passage à l'intérieur du tube digestif, et on peut donc s'interroger sur les transformations qui vont se produire au sein du tube digestif. Voyons d'abord quels sont les organes qui composent le système digestif. L'appareil où le système digestif se compose du tube digestif, débute à la bouche, se termine à l'anus, qui est le conduit d'aliments, dans lequel passent les aliments. Des glandes digestives, les glandes salivaires, le foie, le pancréas, ne sont pas traversées par les aliments et sécrètent des substances chimiques.
Voyons quelles sont les transformations que subissent les aliments dans la bouche. Lorsque nous mâchons une tranche de pain, qui est riche en amidon, sans l'avaler, nous sentirons un goût sucré dans notre bouche. Ceci signifie que certains composants du pain ont subi des transformations. On peut donc se demander quelle est l'origine de ce goût sucré. On peut supposer que l'amidon, aliment non sucré, s'est transformé en sucre simple avec un goût sucré par l'intervention de la salive. Afin de vérifier la validité de cette hypothèse, on fait l'expérience suivante. On prend deux tubes, le tube A, tube témoin, on y met de l'emploi d'amidon, et le tube B on y met de l'emploi d'amidon et de la salive. Et on place les deux tubes dans un bain-marie à 37 degrés Celsius pendant 10 minutes. Cette expérience pratiquée, en dehors d'un organisme vivant, se dit in vitro. Ensuite on fait un test à l'eau iodée pour mettre en évidence l'amidon dans les deux tubes et à la liqueur de Fehling pour mettre en évidence un sucre simple, réducteur. En ce qui concerne le tube A, on obtient une coloration bleu-violacée lorsqu'on ajoute l'eau iodée, ce qui indique la présence d'amidon, alors que pour le tube B, on n'obtient pas de coloration bleu-violacée, ce qui indique la disparition de l'amidon. Pour la mise en évidence de sucre simple, lorsqu'on ajoute la liqueur de Fehling au tube A et on chauffe jusqu'à l'ébullition, on n'obtient pas de précipité rouge brique, ce qui indique l'absence de sucre simple, alors que pour le tube B on obtient un précipité rouge brique, ce qui indique la présence d'un sucre simple. Remarque, la salive dans le tube B peut être remplacée par un de ses constituants, qui est l'amylase salivaire, et on obtient le même résultat. Conclusion, l'analyse des résultats de ces expériences montre que la modification du goût du pain après mastication est due à la transformation de l'amidon en une substance caractérisée par un goût sucré, le maltose, et ce sous l'action de la salive, ou plutôt de l'amylase salivaire, à une température de 37 degrés Celsius. Expliquons maintenant, à travers ces dessins, comment les molécules d'amidon se transforment en molécules de maltose sous l'action de l'amylase salivaire. L'amidon est une chaîne de molécules de glucose, il est composé de centaines de molécules de glucose. Sous l'action de l'amylase salivaire, enzyme, et en présence d'eau, les grosses molécules d'amidon sont simplifiées et transformées en petites molécules de maltose, composées de l'union de deux molécules de glucose. Selon la réaction chimique suivante. Amidon plus amylase salivaire plus eau à 37 degrés Celsius donne le maltose plus amylase salivaire.
Nous avons dit précédemment que l'amylase salivaire est une enzyme. Quelle est donc la définition d'enzyme? Une enzyme en général est une protéine catalysant une réaction biochimique, c'est-à-dire accélérant les réactions chimiques de l'organisme. Les enzymes sont spécifiques, elles ne peuvent simplifier que une molécule donnée, sensible à la chaleur, inactive à 0 degré, détruite à 100 degrés Celsius, et leur efficacité est maximale à 37 degrés, et n'agissent que dans des conditions de pH déterminées. Dans la bouche, les aliments mélangés à la salive qui contient une enzyme salivaire, sont coupés et broyés par les dents, c'est la mastication, digestion mécanique, et l'amidon, glucide complexe, est transformé en maltose, glucide simple, sous l'action d'amylase salivaire. Cette transformation a lieu en présence d'eau, c'est une hydrolyse. La transformation d'une grosse molécule organique en molécule plus petite constitue une simplification moléculaire ou digestion chimique.